Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire sur des sujets d'actualité. Bienvenue donc dans ce webinaire WeLink. Nous allons peut-être encore attendre quelques participants qui doivent se connecter. Il y a déjà pas mal d'entre vous qui sont présents, mais on a un total de plus de 70 inscrits, donc je crois qu'on peut attendre une petite minute encore, Steve, que chacun se connecte. Merci déjà à tous ceux qui sont présents de consacrer un peu de temps de cette belle soirée d'été, de sacrifier un peu l'apéro, le petit rosé et de participer à notre webinaire. Voilà, nous aurons des sujets, je pense, qui ont fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois, pour ne pas dire presque ces 2 dernières années finalement, et ce sera l'occasion de revenir plus en détail sur tout cela. Je regarde ma collègue Samantha. On a encore de nouveaux inscrits qui rejoignent le séminaire. Oui, voilà, merci. Bienvenue à tous, merci d'être présents. Ce soir donc, nous allons aborder 2 sujets d'importance avec mon collègue Steve Cocriamon, que je vais d'abord présenter. Vous le connaissez, c'est un formateur agréé ITA. Il est expert dans différents domaines fiscaux, techniques, aussi en matière d'assurance et de crédit d'ailleurs. Donc je remercie Steve de sa présence. Avec plaisir, merci. De nous entretenir sur le sujet des droits d'auteur. Peut-être un petit mot sur le déroulé de la réunion du webinaire de ce soir. Donc nous aurons, après une petite introduction sur WeLink que je ferai, la présentation de Steve. Ensuite, moi-même, je présenterai ma partie. Pour votre information, il y aura 2 points de contrôle qui sont bien sûr des demandes de l'ITA. Donc, je vous invite à rester connecté et présent pour pouvoir valider ces points de contrôle pendant le webinaire. Vous aurez peut-être des questions en cours d'exposé. N'hésitez pas à utiliser le chat privé donc, qui est disponible. Notre collègue Samantha recueillera vos questions. On fera peut-être un tri. On pourra y revenir en fin d'exposé en fonction des possibilités du temps et du nombre de questions aussi. Sinon, en tout cas, nous répondrons par la suite, dans les jours prochains, à chacun qui a posé une question si on n'a pas eu l'occasion de l'aborder ce soir plus en détail. Pour terminer, je signale qu'en fin d'exposé, nous aurons 5 questions, un petit quiz, on va dire, qui concerne les 2 exposés de ce soir. Comme ça, on aura une soirée, je dirais, qui se clôture sur les questions que nous posons avec vous et les questions que vous pouvez aussi nous poser. Voilà. Un petit mot donc sur WeLink pour commencer, pour introduire le sujet. WeLink est donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un des courtiers importants en Belgique. Nous sommes présents au niveau national. C'est un courtier indépendant qui propose à ses clients, des particuliers, des toutes petites entreprises, des moyennes entreprises, des solutions personnalisées en matière d'assurance, vie et non-vie, comme on dit dans notre jargon, de crédit, et donc d'épargne et de placement financier au sens large, ainsi que des solutions éventuellement pour l'investissement immobilier en fonction de votre patrimoine. Notre cible de clientèle, ce sont les particuliers, les indépendants et les petites entreprises. Et je dirais que nous avons la chance d'être une grande équipe, mais de travailler localement. Vous le verrez dans la carte qui suit, on est présent un peu partout en Belgique, mais nous avons des experts dans les différents domaines de crédit, d'assurance vie, non-vie. Pour les dirigeants d'entreprise, c'est certainement un point important, ou de façon plus générale pour les particuliers. Vous voyez sur la carte que nous sommes présents, bien sûr, à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie, de Bruges à Arlon. C'est notre présence nationale, mais qui reste quand même, je dirais, appuyée sur des bureaux locaux où finalement on reste, c'est l'objectif, proche des clients. Notre mission, pour résumer, c'est, comme le dit très bien le slogan, assurer votre sécurité financière. Sécurité à différents points de vue, bien sûr, on va en parler ce soir, votre pension, la retraite, mais de façon plus générale pour les autres risques qui peuvent survenir au cours de votre vie. Voilà, ceci donc introduit l'exposé. Notre offre, elle se présente au niveau des assurances, placements et crédits. Et je crois que maintenant,
il est temps de passer la parole à mon collègue Steve sur cette matière qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Et je crois qu'il sera bien utile d'avoir une bonne synthèse que tu vas nous faire. Merci, Steve. Ok, merci Fabrizio. Alors, merci de m'avoir invité pour cette thématique qui est vraiment une thématique très intéressante, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui fait beaucoup encore parler les partis au gouvernement, parce que finalement, on a un peu un débat idéologique au niveau de ces thématiques sur les revenus de droits d'auteur. Et il va encore certainement y avoir donc des choses qui vont se dérouler par rapport à cette matière-là. Et donc, on attend notamment également sans doute une circulaire qui va être publiée pour voir le point de vue de l'administration fiscale. Donc, ce qu'on va voir finalement ce soir, c'est une première analyse, loi programme de décembre 2022. Et puis, évidemment, dans les mois et sans doute dans les années à venir, sans doute que les choses vont encore évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble pendant la grosse demi-heure de temps que l'on a devant nous? On va d'abord voir finalement quelques chiffres. Alors, c'est juste un slide, hein. Je ne vais pas vous bombarder de chiffres, mais c'est un slide finalement pour mettre les choses dans leur contexte et la raison pour laquelle finalement le message est venu du Conseil supérieur des finances en disant, écoutez, voilà, hein, c'était déjà sous la précédente législature, de dire au niveau des droits d'auteur, on n'est absolument plus du tout dans la logique initiale donc, qui avait été prévue par le législateur. Et donc, il est temps de faire quelque chose parce qu'il y a de plus en plus d'auteurs et surtout, de plus en plus de personnes qui sont rémunérées sous le régime du droit d'auteur et on sort un peu finalement du contexte qui avait été prévu par le législateur. Donc, juste pour mettre les choses dans leur contexte. Puis ensuite, on va voir finalement le nouveau régime applicable et donc finalement les conditions pour pouvoir, pouvoir percevoir des revenus de droit d'auteur qui vont être taxés favorablement, parce que c'est finalement ça donc tout l'enjeu du débat. Quand j'ai un revenu professionnel, je suis taxé au taux d'imposition progressive jusqu'à 50%. Droit d'auteur, je suis taxé à 15%, voire 7,5 ou 11,05 dans 11,25 dans certains cas. Donc c'est un régime fiscal qui est extrêmement favorable. Et puis après, on verra qu'est-ce qui a changé au niveau du régime de taxation en tant que tel, parce que là aussi, il y a des ajustements et des ajustements quand même relativement importants qui peuvent parfois porter à conséquence. Voilà. Donc ici, maintenant, au niveau des chiffres, vous voyez, donc c'est la source, c'est une question parlementaire qui a été posée en 2021 et qui a été également reprise dans l'exposé des motifs de la loi programme, c'est de voir finalement que on est passé d'un nombre d'auteurs en 2013 de 20 000, on arrondit évidemment, à un nombre d'auteurs en 2020 à 50 000. Ok, ça c'est très bien. La logique est très créative. Hein. Voilà, mais au niveau des revenus, vous voyez qu'on est passé finalement revenu de droit d'auteur en 2013, enfin exercice d'imposition 2013, donc revenu 2012, de 108 millions d'euros à 460 millions d'euros. Donc, vous voyez ici, on a eu une augmentation très importante au niveau des revenus de droit d'auteur. Donc, c'est-à-dire que le nombre de personnes donc rémunérées sous cette forme-là, donc a évidemment augmenté donc de manière très importante ces dernières années. Et donc, le ministre des Finances, dans cette législature-ci, a décidé de prendre cette problématique en main. Mais le message est venu au départ vraiment du Conseil supérieur des finances. Donc, c'est pas lui qui est directement à l'instigation de la mesure, c'est vraiment une sonnette d'alarme qui a été tirée par le Conseil supérieur des finances. Bon, alors ici, dans notre nouveau régime applicable, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Donc, ça, c'est notre table des matières. Donc, on va voir quelle était la situation jusqu'à y compris l'exercice d'imposition 2023, revenu de l'année 2022. On va bien sûr voir quel est le nouveau texte donc dans le Code d'impôt sur les revenus qui va être applicable à partir de l'exercice d'imposition 2024. Et alors, vous voyez, tous les bullet points en dessous, c'est finalement les thématiques qui ont changé. Le livre 11 du compte de droit économique versus livre 11, titre 5, l'article 11.165, l'exploitation de l'œuvre, l'attestation du travail des arts. On va voir tout ça, évidemment, donc de manière détaillée. Je pense qu'il est vraiment temps de faire le point sur ces différentes thématiques. Bon, alors, le régime fiscal qui a été applicable jusqu'à y compris l'exercice d'imposition 2023, donc encore pour cette déclaration d'impôt ici, on avait l'article 17, paragraphe 1er et 5e du Code d'impôt sur les revenus, qui était finalement très large. Qui désignait les revenus de droit d'auteur, donc qui qualifiait plutôt les revenus de droit d'auteur au titre de revenus mobiliers
taxés à concurrence de 15%. Voilà, c'était défini, comme vous voyez ici, les revenus qui résultent de la cession, de la concession de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que les licences légales et obligatoires visées au livre 11 du Code de droit économique. Donc, c'était l'entièreté du livre 11 du Code de droit économique, et donc, du coup, en ce compris les concepteurs de logiciels informatiques qui étaient visés donc, par le régime fiscal de l'article 17 du Code d'impôt sur les revenus. Donc, ça, on avait finalement un article 17 relativement large dans lequel on pouvait mettre pas mal de choses, et en vertu duquel le SDA rendait bon nombre de décisions anticipées favorables donc pour voilà, des entreprises qui voulaient rémunérer partiellement ou totalement leurs employés ou leurs dirigeants sous la forme donc, de revenus de droits d'auteur taxés fiscalement. Alors, ici, à partir de l'exercice d'imposition 2024, vous voyez, on a donc notre loi programme du 26 décembre 2022 qui a remanié en fait donc l'article 17, paragraphe 1er, 5e, et voilà, a restreint clairement son champ d'application. Et donc, vous voyez, désormais, bon, après on va voir point par point, mais donc désormais, on ne parle plus du livre 11, mais du livre 11, titre 5. Voilà, donc c'est plus précis. Ensuite, voilà, on parle donc d'œuvres littéraires, artistiques ou de prestations d'artistes-interprètes. Donc évidemment, voilà, on est clairement donc pour les acteurs, etc. Il n'y a pas de question à se poser. Pareil pour les œuvres littéraires ou artistiques. Voilà l'article 11.165 du Code de droit économique et le 11.205. Après, on va voir tout ça de manière détaillée. Donc ici, c'est simplement donc, la nouvelle version de l'article 17, paragraphe 1er, 5e qui est repris, avec une exploitation effective donc, de l'œuvre donc par celui qui a payé les droits d'auteur, donc le cessionnaire, à condition qu'on détienne une attestation du travail des arts ou voilà, et donc travail des arts, ça va être pour les artistes, mais à côté de ça, il y a également donc la possibilité, donc si on n'a pas une attestation du travail des arts, eh bien d'avoir finalement donc une session qui va donner lieu à une communication au public, une exécution, une représentation publique ou une reproduction. Et enfin, voilà, dernier point de cette nouvelle version de l'article 17, c'est de voir finalement que les revenus qui proviennent de ce qu'on appelait avant la SABAM sont également d'office considérés comme étant des droits d'auteur, puisque voilà, ce genre d'organisme rémunère d'office les auteurs par rapport à des droits d'auteur. Donc là, il n'y a pas de question à se poser. C'est ce qu'on retrouve, voyez ici. L'organisme de gestion visé à l'article 1.16, etc. Ce sont les organismes de droits d'auteur tels que la SABAM. Bon. Tu reviens peut-être après avec communication au public ou présentation au public. Tout ça, on va voir. Donc, tous ces points ici, tous ces tirets, en fait, je vais maintenant donc, les détailler les uns après les autres. Vous voyez, ils arrivent ici en grand et puis on va donc chaque fois donner les détails par rapport à ça. Alors, vous voyez, donc, le premier tiret concerne justement désormais une définition beaucoup plus limitée de ce qui peut rentrer dans la case donc droit d'auteur, puisque précédemment on parlait du livre 11, maintenant c'est le livre 11, titre 5, qui voilà, est le livre clairement consacré aux droits d'auteur et droits voisins. Mais voilà, le fait de ne plus parler d'une manière aussi large du livre 11, propriété intellectuelle, voilà, on a une exclusion formelle, entre guillemets, parce qu'on verra au slide suivant, il y a encore un sujet d'interprétation, mais de ce fait-là, eh bien, voilà, on exclut les créateurs de logiciels informatiques parce qu'eux sont repris au livre 11, titre 6 du Code de droit économique. Et donc, de facto, vu qu'ils ne font plus partie, enfin, qu'ils sont dans le titre 6 et pas dans le titre 5, eh bien, voilà, de facto, les logiciels, les concepteurs de logiciels informatiques, eh bien, sont a priori exclus de ce nouveau régime donc de droit d'auteur. Il y a des interprétations même alors, justement, certains politiques sur ce sujet. Il y a les membres du gouvernement, on va voir, donc on a effectivement le ministre des Finances d'un côté avec le CDNV, puis on a effectivement donc le maire de l'autre qui, lui, voilà, est beaucoup plus sensible à la cause des sociétés donc, qui ont besoin d'engager du personnel pour développer ces logiciels. Et donc là, voilà, il y a clairement un débat idéologique sur le sujet. A priori, sur base de cette partie-là du nouvel article, on exclut donc les concepteurs de logiciels informatiques, mais on va voir que juste après, ils ont également été quand même assimilés d'une certaine manière. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, vous voyez, voilà, il faut que finalement donc les revenus se rapportent à des œuvres littéraires ou artistiques. Voilà, donc ce sont les œuvres littéraires artistiques qu'on reprend donc justement toujours à l'article 11.165 de ce Code de droit économique. Et donc,
Comment est-ce qu'on définit donc une œuvre littéraire ou artistique? Ben, c'est voilà, la littérature, clairement, j'écris un bouquin, il n'y a pas de question à se poser, ce sont des droits d'auteur, des ouvrages et écrits éducatifs, voilà, scientifiques, vulgarisation scientifique de toute nature, cours, conférences, tout ça reste donc assimilé, donc webinaire également, voilà, reste assimilé donc à des œuvres littéraires ou artistiques, voilà, que ce soit une œuvre écrite ou une œuvre parlée, hein, donc comme c'est le cas actuellement. Et alors, vous voyez ici, c'est là qu'il y a encore débat, c'est qu'au niveau des logiciels informatiques, les œuvres littéraires donc ont été, enfin les œuvres littéraires assimilées, certaines œuvres ont été assimilées justement donc par l'article 11.294. Donc les logiciels informatiques ont été assimilés justement à des œuvres littéraires par l'article 11.294 du Code de droit économique, mais dans le rapport et donc dans l'exposé au motif, le ministre explique, vous voyez, je l'ai mis entre guillemets, que les œuvres littéraires ou artistiques assimilées par la loi ne sont pas visées par le nouveau régime de droit d'auteur. Donc même si l'article 11.294 assimile les logiciels informatiques à des œuvres littéraires, dans l'exposé des motifs, eh bien, donc, le ministre dit niet, pas question donc d'intégrer dans ces œuvres littéraires artistiques eh bien, ce qui a été assimilé par la loi. Ce n'est absolument pas le but de cette nouvelle législation. Et donc, c'est là qu'il y a encore finalement un débat, parce que, et aussi, c'est sans doute là-dessus qu'on attend une circulaire pour voir le point de vue de l'administration fiscale. Alors, une circulaire, c'est toujours que le point de vue de l'administration fiscale. Hein. Les juges et tribunaux ne sont pas tenus de respecter ces circulaires. Donc, voilà, mais donc, tout ça prendra évidemment encore un peu de temps s'il devait y avoir. Et l'interprétation du ministre, c'est son interprétation. Mais bon, voilà, dans l'exposé des motifs, on s'y tient généralement. Hein. Donc, dans le rapport au roi et dans l'exposé aux motifs, généralement, on a voilà, le fondement, l'explicatif hein, donc du pourquoi des mesures. Et donc, voilà, ça reste quand même une source d'interprétation officielle. Et généralement, l'administration fiscale s'y tient aussi. Mais bon, tout ça pourra encore évoluer donc, dans les mois et les années qui viennent. Et donc, voilà. Donc là, a priori, hein, donc, selon le rapport au roi, ici, je vous ai mis les références, eh bien, on ne pourra pas les logiciels IT, ils restent quand même de toute façon éjectés, mais voilà, c'est encore éventuellement un débat à avoir par la suite. Et alors évidemment, voilà, hein, l'exploitation de prestations d'artistes, interprètes ou exécutants, ben là évidemment, tout ce qui tourne autour évidemment du théâtre, du cinéma, les acteurs, etc. Bien sûr, ou même des chanteurs, bien sûr qu'on est dans le régime des droits d'auteur, ça, il n'y a pas trop de questions à se poser à ce niveau-là. Donc vous voyez ici au niveau des articles 11.165 ou 205, voilà ce qu'on peut en dire. Alors, autre élément, c'est qu'effectivement, on a vu que les revenus de droits d'auteur, il faut que le titulaire originaire des droits, hein, donc l'auteur, en fait, détienne une attestation du travail des arts. Mais évidemment, tout le monde n'a pas une attestation du travail des arts. Hein, donc, un artiste, oui, on peut voilà, être artiste peintre, on peut être musicien, on peut être acteur, mais voilà, le régime, enfin, être auteur, c'est également d'écrire un bouquin, et en tant qu'écrivain, on n'est pas spécialement d'office repris comme étant un artiste avec une attestation du travail des arts, qui est finalement un régime social qui a été mis sur pied par le ministre Van den Broek pendant la période du Covid pour aider les artistes. Et lorsqu'on n'a pas cette attestation du travail des arts, eh bien, voilà, on peut également avoir le régime de droit d'auteur, pour autant que, vous voyez, dans le cas de la cession ou l'octroi de la licence, le titulaire du droit, hein, donc l'auteur, cède octroi en licence ses droits à un tiers, l'éditeur par exemple, aux fins de communication publique, d'exécution ou de représentation publique ou de reproduction. Voilà, alors on va à nouveau détailler ces différents concepts dans les slides qui viennent. Et donc, vous voyez ici, l'idée, en fait, c'est qu'il y ait une exploitation de l'œuvre. Ça, c'est vraiment donc quelque chose de très important. Il faut que le cessionnaire, voilà, utilise l'œuvre pour lesquelles il a payé finalement donc les droits d'auteur à l'auteur. Et donc voilà, donc on parle finalement de communication publique, de l'exécution ou de sa reproduction. Et c'est très important, vous voyez, donc je l'ai mis comme dernier point, hein, donc avec un point d'exclamation, la cession ou l'octroi d'une licence de droit à un tiers est une exigence nécessaire, hein, donc c'est obligatoire. Si vous avez un auteur qui a écrit et qui publie lui-même et va distribuer son œuvre en interne, voilà, et ça, bon, ça c'est quand même proche du point de vue qu'avait donc le SDA dans les différents rulings. Sans intervention d'un tiers, on ne peut pas bénéficier du régime d'imposition forfaitaire. Donc, si dans un département marketing d'une société, on veut rémunérer
les marketeers pour leur publication en interne, etc. A priori, on n'est pas dans le champ d'application donc de ce régime fiscal favorable des droits d'auteur. Bon, alors il faut qu'il y ait donc une exploitation ou une utilisation effective. Voilà, donc là vous voyez que être rémunéré en tant qu'auteur nécessite l'exploitation de l'œuvre ou l'utilisation effective de ses droits de propriété par le détenteur de la licence. Donc il faut finalement, pour qu'on soit sous ce régime fiscal favorable, que le cessionnaire exploite effectivement donc l'œuvre en question. S'il n'y a pas d'exploitation, il n'y a pas donc de régime d'imposition forfaitaire, donc du coup favorable. Il y a un exemple qui a été repris justement dans l'exposé des motifs, qui, voilà, il peut y avoir, donc dans certains cas, il n'y aura peut-être pas d'exploitation effective, mais ça doit être, voilà, pour une cause indépendante de la volonté de l'auteur ou du tiers. Et l'exemple qui est repris dans le rapport au roi, c'est de dire, ben voilà, un photographe a remis 10 photos c'est pas dans le rapport, mais soit 10 photos de presse qui ont été fournies donc au soir ou à l'écho. Le soir ou l'écho n'en utilise qu'une seule. Il a quand même droit à sa rémunération pour les 10 photos qui ont été faites. Voilà, ils ont acheté les 10 photos, ils ont acheté les droits des 10 photos, ils n'en diffusent qu'une seule. Voilà, c'est tout à fait acceptable. Ça va? Voilà, ça c'est le principe. Alors justement, voilà, le principe de la communication au public, ben, ça peut prendre différentes formes. C'est à la fois une communication au public écrite, voilà, graphique, photographique, cinématographique, sonore. Donc voilà, tous les domaines artistiques sont couverts, que ce soit au niveau de la radio, du cinéma, de la TV, de l'écriture, tout ça. Même le digital, on le verra. Donc les supports peuvent être bien sûr des supports digitaux. Et alors voilà, hein, donc la communication au public, on définit également donc ce que c'est que le public. C'est voilà, on reprend une définition, un nombre indéterminé de téléspectateurs ou de spectateurs ou de lecteurs dont la population est suffisamment importante et ouverte. Voilà, finalement, on réexplique ici que pas question d'avoir quelque chose qui est purement dans un groupe fermé, dans une entreprise, ou alors, vous voyez, en deuxième tiret, n'entre pas en considération les œuvres limitées à une pure relation client-fournisseur. Vous avez un fournisseur qui fait une vidéo, voilà, qui va être utilisée en interne. Ben, le fait que cette vidéo n'est utilisée qu'en interne ne va pas permettre aux fournisseurs d'avoir finalement accès à ce régime des droits d'auteur. La communication publique, vous voyez, différents supports ou canaux, des articles, la radio, la télévision, le théâtre, les réseaux informatiques, hein, donc le web, la plateforme numérique, le métavers. Donc ça peut prendre finalement vraiment donc voilà toutes les formes possibles et imaginables. On n'est pas limité à quelque chose de télévisuel ou de théâtral. Voilà, on peut envisager donc la communication au public se fasse sur tout support qui peut être utilisé. Et alors il y a aussi cette notion de reproduction. Hein, voilà, vous avez un artiste qui a peint un tableau, évidemment on peut lui acheter donc les droits pour voilà en faire des posters, pour mettre sur des porte-clés, etc. Donc voilà, il y a cette notion de reproduction qui doit également donc être lue conjointement avec la communication au public, représentation ou exécution publique. Et donc voilà, la reproduction, l'œuvre ou la prestation reproduite soit communiquée à ce moment-là au public. Donc tout un chacun doit pouvoir à ce moment-là éventuellement acheter donc l'œuvre qui a été reproduite. Donc voilà, dans l'exposé des motifs, on a également une définition. Hein. C'est la réutilisation ou l'édition d'une œuvre existante sous une autre forme ou par un autre canal. Voilà. Hein, donc tout le monde ne sait pas se payer un tableau d'Alechinsky, mais par contre un poster, pourquoi pas. Voilà, c'est ça finalement donc le principe. Alors la production d'une œuvre et d'une prestation doit se faire en vue d'une véritable exploitation, d'une utilisation effective de nouveau des droits obtenus. Hein. Donc c'est pas qu'on achète simplement les droits d'auteur pour diriger les droits d'auteur et c'est fini. Non, pour qu'il y ait, voilà, il faut qu'il y ait une exploitation donc des droits d'auteur qui ont été payés à l'auteur pour que ce régime fiscal soit favorable. Bon, ça c'était donc finalement pour la nouvelle description qu'on va retrouver au niveau du code d'impôt sur les revenus. Maintenant, on a également bien sûr le volet fiscal. Parce que finalement, voilà, le régime de droit d'auteur a beaucoup été utilisé pour optimiser la rémunération d'un employé ou éventuellement donc d'un dirigeant d'entreprise. Et il y a évidemment tout un volet fiscal qui fait l'objet finalement de ce troisième et dernier chapitre en ce qui me concerne. Et donc, vous voyez ici, voilà le principe, et c'est ça qui est vraiment avantageux, c'est que le taux de taxation, c'est 15%. Donc, quand on compare 15% à taux progressif de 25 à 50, voilà, et les 50 sont atteints avec un revenu imposable pour l'exercice 2024, revenu 2023, on est à 46 000 €. Bien évidemment, cette
très clairement très avantageux donc d'avoir accès à ce régime de droit d'auteur. Et en plus de ça, le taux de taxation porte sur un revenu net. Et donc le revenu net, c'est le revenu brut moins soit les frais réels, soit éventuellement donc les frais forfaitaires. Et les frais forfaitaires qui sont tout à fait acceptables, vous les voyez, donc c'est 50% sur la première tranche de 18 720. Donc ça, c'est l'exercice d'imposition 2024, hein, donc c'est le revenu de cette année-ci. Hein, c'est pas pour la déclaration de l'année dernière, enfin la déclaration de cette année-ci pour les revenus 2022, c'est voilà pour les revenus 2023. Donc c'est 50% sur la première tranche de 18 720 euros. Donc ça veut dire que l'employé ou même le dirigeant d'entreprise qui perçoit une rémunération qui ne dépasserait pas les 18 720 euros, mais il est taxé à 7,5 %, puisque c'est 15% moins 50% de charges forfaitaires. Donc, c'est pour ça, c'est notamment ça qui a fait le succès de ce régime fiscal. Et puis, pour la tranche qui va de 18 720 à 37 450, on est à ce moment-là donc à 25% donc, de charges forfaitaires, ce qui amène une taxation pour cette tranche-là encore de 11,25, hein, ce qui est encore tout à fait acceptable comme taux de taxation, et ce qui dépasserait les 37 450, là, il n'y a plus de frais forfaitaires qui s'appliquent. À ce moment-là, c'est une taxation à 15% qui reste encore tout à fait acceptable aussi. Hein, d'accord? Donc, vous voyez, une partie 7,5, une partie 11,25, une partie à 15%. Donc, on est tout à fait donc, bien au niveau fiscal, et c'est ça qui a fait le succès de ce régime fiscal droit d'auteur. Bon, alors justement, au niveau fiscal, on est donc à l'article 37 du Code d'impôt sur les revenus. Et donc, il y a deux nouvelles limites, en fait. Hein. Il y a d'une part la limite qui était déjà donc depuis de nombreuses années en discussion avec l'administration fiscale, de savoir, ben, tiens, si on dépasse cette limite de 70 220 euros, est-ce qu'on est encore dans le régime des droits d'auteur? Et bien ici, voilà, cette limite a été clairement reprise au niveau de l'article 37 du Code d'impôt sur les revenus en disant, voilà, les revenus fiscalement traités comme étant des revenus de droit d'auteur, c'est 70 220 euros. Voilà, ça c'est très clair maintenant, on l'a repris en tant que tel donc, dans la législation. Et alors, ce qui change, voilà, ça c'est aussi un changement important, c'est-à-dire que les entreprises qui voulaient mettre ce régime de droit d'auteur sur pied pour notamment leurs employés, eh bien, allaient donc souvent s'adresser donc au SDA pour obtenir un ruling, comme par exemple l'association des journalistes flamands qui a obtenu finalement une proportion 50-50, 50% de salaire, 50% donc de droit d'auteur, mais il faut quand même faire attention avec ça, parce que 50% de salaire, 50% de droit d'auteur, c'est bien, sauf qu'évidemment, la partie sur les droits d'auteur n'ouvre pas de droit à une pension, n'ouvre pas de droit à des prestations sociales, etc. Donc voilà, il faut quand même aussi être attentif à ce niveau-là. Et donc là aussi, plutôt que de chaque fois avoir une décision anticipée de la part du SDA, eh bien désormais, dans l'article 37, on retrouve la limite qui va être à partir de l'exercice d'imposition 2026. C'est ça, si on a un splitting de salaire, eh bien ce sera maximum 30% pour les droits d'auteur. Il y a une période transitoire, vous voyez, qui a été prévue. Pour l'exercice d'imposition 2024, il peut encore y avoir une répartition 50-50. Pour l'exercice d'imposition 2025, on peut encore avoir 40% de droits d'auteur, 60% de salaire ou rémunération. Et à partir de l'exercice d'imposition 2026, là, ce sera maximum 30% donc de droits d'auteur. Voilà, donc ça c'est maintenant coulé au niveau de l'article 37. Plus question de devoir s'adresser donc au SDA pour voilà, avoir des pourcentages différents. Et alors voilà, si on ne respecte pas cela, les revenus seront à ce moment-là taxés au taux progressif en tant que revenus professionnels. Et c'est pas simplement ce qui dépasserait, ce serait l'entièreté. Donc là, les entreprises doivent quand même faire attention à ce niveau-là et de bien respecter ce concept de part maximale. Bon. Cette règle des 30-70, qui va être applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026, mais elle est généralement plutôt applicable dans une relation employeur-employé, société, dirigeant d'entreprise. Hein. Donc, c'est finalement une manière d'optimiser la rémunération. Et donc, la question qui se posait, c'est de dire, voilà, est-ce que cette règle des 30-70 s'applique également, par exemple, pour l'auteur d'un livre? En principe, non. Puisqu'effectivement, quand je rédige un bouquin et que je fais éditer ce bouquin par un éditeur, eh bien, je peux être rémunéré à 100% sous le régime des droits d'auteur. Sauf que, dans justement toujours ce rapport au roi, eh bien, le ministre et donc son équipe de fiscalistes, hein, parce que c'est plutôt eux qui rédigent ça, explique, ben voilà,
a priori, ça ne s'applique pas, sauf si c'est l'éditeur qui est à la base de la demande d'écriture du bouquin. Vous voyez, donc si le livre a été commandé par l'éditeur, l'écriture donc est alors assimilée à une prestation fournie, et donc c'est la règle des 30-70 qui va à ce moment-là continuer, qui va trouver du coup à s'appliquer. Donc faire attention évidemment, parce que 30-70, ça veut dire que l'auteur va avoir 30% de droits d'auteur, et puis 70% sans doute sous le régime des profits, hein, oui, ce sera profit j'imagine. Voilà, donc attention à ce niveau-là. Donc ici, hein, donc dans la doctrine qu'on lit sur le sujet, voilà, importance de la formulation choisie pour le contrat de cession de droit d'auteur entre justement l'éditeur et l'auteur en question. Donc voilà, il ne faut pas que l'éditeur ou le tiers soit la partie qui a initié la création de l'œuvre. Donc il faut vraiment que ce soit l'auteur qui propose son travail à un éditeur. Alors là, il peut continuer à être rémunéré à concurrence de 100% sous le régime des droits d'auteur. Alors, la question a été posée, tiens, est-ce que ça fait une différence pour l'application des 30-70 d'avoir deux contrats? Un premier qui rémunère la prestation et l'autre qui rémunère la cession? Non, pas du tout. Hein, donc là, de nouveau, toujours dans le rapport au roi, la réponse est très claire. Si on a deux contrats, les contrats seront considérés comme formant un tout, parce qu'ils portent finalement sur un même acte, sur un même sujet, sur une même thématique. Donc voilà, donc pas question de se dire, tiens, je vais séparer ça dans des contrats différents. Ce ne sera pas une manière d'optimiser les choses. Et donc voilà, s'il existe plusieurs contrats de cession, c'est évidemment le global qui va être repris en considération pour le calcul de la règle des 30 et des 70. Alors, autre nouveauté aussi, c'est une moyenne. Donc, ça veut dire qu'on va analyser donc, la moyenne sur les 4 dernières années. Vous voyez, donc on va prendre la moyenne des revenus de droit d'auteur au cours des 4 dernières périodes imposables. Et là, donc, on ne pourra pas dépasser les 70 220 € de revenus. Alors, attention, justement, parce que ça veut dire que si la moyenne est dépassée, les revenus de l'exercice d'imposition concernés seront taxés en tant que revenus professionnels pour la totalité de leur montant. J'ai pris un exemple chiffré dans le slide suivant. Donc, si par exemple, pour l'exercice de l'imposition 2024, les 4 années précédentes, j'ai dépassé la moyenne, ça veut dire que tous mes revenus de droit d'auteur perçus en 2023 sont requalifiés en revenus professionnels, et le précompte qui aura été retenu, parce que ça, c'est toujours obligatoire aussi, hein, donc le cessionnaire doit retenir le précompte mobilier. Le précompte mobilier est considéré comme étant une avance sur la taxation au taux progressif. Mais évidemment, un précompte mobilier qui est généralement précompté à 7,5, donc ça veut dire que la claque va se passer au moment de l'établissement de l'avertissement extrait drôle. Donc attention, et donc voilà, il faut évaluer le revenu moyen des 4 années précédentes avant l'application de la limite 30-70. Hein. Donc voilà, c'est la totalité. Complique encore les choses au niveau pratique. C'est la totalité à ce moment-là qui est prise en considération. Regardez, on va prendre un exemple. Voilà, vous voyez, on prend la totalité des revenus de droit d'auteur et non pas uniquement les droits d'auteur fiscaux, hein, donc pour le plafond des 70 220 €. Donc imaginons, voilà, hein, donc on a des chiffres un peu gonflés ici. Imaginons qu'en 2023, il y ait eu 80 000 € de revenus de droit d'auteur donc qui aient été perçus. Voilà, régime fiscal favorable sur 70 220, hein, là ça ne fait aucun doute. Et puis voilà, vous voyez, vous avez l'année N-1, N-2, N-3, N-4, 75, 69, 91, 78. Ça veut dire que là, quand on fait la moyenne des 4 années précédentes, on est à 78 250. On dépasse les 70 220, ce qui va avoir pour effet que les 80 000 € perçus l'année N sont entièrement imposés à ce moment-là comme profit. Et le précompte retenu, voilà, sera considéré comme étant une avance. Une sanction importante. Voilà, la sanction est importante. Et attention, parce que regardez, le principe, là aussi, c'est dans l'exposé des motifs, le fait que le revenu brut d'une période imposable ait été intégralement imposé comme revenu professionnel ne fait pas obstacle à ce que ce revenu brut soit pris en compte pour le calcul du revenu moyen pour la suite. La suite. Voilà, donc mes 80 000 € dans mon exemple, je les garde pour calculer la moyenne des années, voilà, donc ici, pour le revenu 2023, je tiendrai compte à ce moment-là des 80 000 €. Donc attention, voilà, la sanction, si on dépasse la moyenne de 70 220, va à ce moment-là donc être importante. Si la période de référence contient une année de démarrage, voilà, donc il y a un début d'activité, on ne tient pas compte de cette année-là.
Voilà, ce qui est dommage, puisque évidemment, ça veut dire que ça diminue la moyenne. Mais voilà, donc là, sur la période de 4 ans, voilà, l'année de démarrage, on ne peut pas en tenir compte. Et enfin, pour terminer, on a donc un régime transitoire qui a été mis sur pied, qui ne s'applique que pour, a priori, qui ne s'applique que pour l'exercice d'imposition 2024-2023 et qui est destiné aux personnes qui, finalement, donc, vont perdre l'accès au régime fiscal favorable des droits d'auteur, donc notamment les développeurs de logiciels informatiques. Si ils avaient droit pour l'exercice d'imposition 2023, ils conservent le droit pour l'exercice d'imposition 2024, revenu 2023. Une dernière année, voilà, c'est une année ce régime transitoire, mais il y a voilà, 2 plafonds fiscaux qui vont être divisés par 2. Le plafond absolu qui est de 70 220, donc pour cet exercice, donc ça veut dire qu'on va être à 35 110 € maximum donc, de droits d'auteur, et alors donc les 2 tranches pour le calcul des droits d'auteur vont également être divisés par 2, ce qui va voilà, augmenter un peu la pression fiscale, mais qui reste quand même toujours au final favorable. Voilà, ça c'est donc tout ce que j'avais à vous expliquer par rapport à cette matière-ci. Donc il y a vraiment finalement 2 choses à retenir. Hein. C'est que ben oui, il faut maintenant, si vous avez des clients qui ont mis ce système de régime de droit d'auteur, ben c'est d'une part, premièrement, d'aller analyser si sur base de la nouvelle description, ils entrent encore dans le champ d'application. Voilà. Et puis après, d'autre part, ben, de peut-être modifier les conventions qui ont mis sur pied cette rémunération partielle sous la forme de droit d'auteur et de bien faire en sorte que les conventions soient suffisamment bien rédigées pour qu'on ne se retrouve pas avec des soucis fiscaux. Donc une fois que voilà, une fois qu'il va commencer à y avoir des contrôles, etc. Donc il faut être relativement prudent. Et comme l'a dit Fabrizio au début, ça a fait couler beaucoup d'encre, mais ça en fera encore couler beaucoup dans les mois et les années qui viennent. Donc voilà, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est le point de vue actuel voilà, de la législation et du point de vue du ministre à travers l'exposé des motifs et le rapport au roi, mais rien n'empêche que dans cette législature-ci, déjà, il y a déjà peut-être des changements. Je crois que bon, le ministre des Finances n'a pas eu sa réforme fiscale, donc je ne pense pas qu'on va lui lâcher. Il va vouloir lâcher son os donc pour les droits d'auteur, mais peut-être que pour la prochaine législature, évidemment, il peut encore y avoir des changements. Tout est possible. Tout est envisageable, tout à fait. Ça va, voilà. Merci pour votre attention et je repasse à ce moment-là la parole à Fabrice. Voilà, merci. Fabrizio, pardon, s'il te plaît. Voilà, je prends le relais. Merci pour cet éclairage précis et concis, même s'il y a beaucoup de choses à dire, mais je crois qu'on a vraiment là la synthèse, je dirais, de cette nouvelle législation. Et comme tu l'as dit, finalement, ce qui est important, c'est vraiment de revoir avec son client quelle est sa situation personnelle. Il n'y aura pas de cas identiques pour pouvoir s'adapter au mieux en fonction de la situation de chacun, puisqu'on l'a vu, les sanctions sont quand même parfois très importantes. Oui. Merci. Nous pouvons donc passer au second sujet de ce soir, qui concerne une matière qui, là aussi, a créé beaucoup de remous ces derniers mois, je dirais même ces 2 dernières années, toute la matière qui concerne, je dirais, les pensions du 2e pilier. Voilà, on sait qu'il y a eu différentes modifications sur ces sujets-là, mais j'avais souhaité pour ce soir faire un focus spécifique sur quelque part le futur. Hein, on va parler un petit peu du passé, mais le futur aussi, qui est un futur proche, puisque une législation a été votée en février de cette année, en 23, et elle fait entrer en application certaines dispositions qui nous viennent de directives européennes en matière justement de projection des capitaux extralégaux. Donc, on va y passer un petit peu de temps dans les prochaines minutes. Voici en résumé les quelques points évoqués ce soir. Donc, un petit rappel sur la règle des 80, très rapide. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, mais voilà un petit rappel. Cette notion de capital attendu, la règle des 20%, les participations bénéficiaires, on y reviendra. Et puis, justement, cette nouvelle disposition légale et, je dirais, la vigilance à avoir par rapport à ce point-là dans les différents dossiers que chacun peut traiter. Et je dirais, depuis fin d'année passée et toute cette année-ci, je pense que chaque semaine, nous sommes en contact avec des comptables clients pour vérifier les différentes dispositions et voir dans quelle mesure ils peuvent encore en bénéficier. Alors, rappel, les primes d'assurance EIP, je me fais le focus de l'EIP, mais de cette façon plus générale, le 2e pilier, sont déductibles lorsque, si elles sont exprimées en rente,
la pension légale et les autres pensions extralégales n'excèdent pas 80% de la dernière rémunération brute annuelle normale. Donc, ça exclut les droits d'auteur. Bon, ça, je pense que tout le monde le sait, mais voilà, j'ai déjà eu la question. Et ça, c'est le cadre qui va permettre cette déduction, ce qui est quand même le but à la base de la règle des 80%. Alors, petit rappel aussi, il y a parfois des dépassements. Toute la législation a évolué ces derniers temps et cette question est venue souvent. Pour résumer les choses, si la rémunération, prenons du dirigeant ou du bénéficiaire, est régulière, c'est clair, ça veut dire mensuelle, normalement, on devrait rester dans le simple cadre de la DNA, la dépense non admise. Il y a eu un cas de jurisprudence en 2020 à Liège où une décision était un peu différente, mais ça reste un cas tout à fait particulier. Par contre, si la rémunération n'est pas régulière, là, effectivement, on s'expose vraiment au risque d'avoir un retour en avantage en nature, un TN, ce qui n'est quand même pas vraiment le but dans ce cas-ci. Donc, ne fût-ce que pour ce point-là, un suivi périodique c'est au moins une fois par an de la limite des 80%, est vraiment absolument nécessaire. On le sait, l'estimation de pension légale a évolué depuis 2021, mais voilà, intégrant 2022. Mais en fait, ce soir, on va aussi s'attacher aux autres pensions, les pensions extra-légales, puisque là aussi, les choses vont bouger et vont amener des modifications dans les calculs. Donc, partons du principe que cette pension légale, maintenant avec MyPension ou avec les estimations qu'on fait avec des petits logiciels adaptés, on en a une idée claire. La règle du « je prends 25% du dernier salaire », on l'oublie, ça s'était le passé. Mais il faut faire maintenant un focus sur les projections des capitaux. Aujourd'hui, pour le résumer, je pense que chacun le sait, il y a des contrats qui sont, comme on l'appelle dans le jargon, des contrats de branche 21, qui vont garantir un capital et parfois un taux, ça dépend un petit peu des formules. Et je pense en 1987, la fameuse circulaire Massard instaurait cette notion d'estimation de 20% de participation bénéficiaire qui venait donc en plus du taux garanti X dans le contrat. À l'époque, encore 4,75, mais on sait que tout ça a baissé pour avoir aujourd'hui des contrats avec un taux garanti 0. C'est un peu paradoxal, mais ça existe. À côté de cela, depuis pas mal d'années maintenant, se sont développés des fonds de branche 23, donc aussi dans le deuxième pilier, le IP par exemple ici, avec un panel très large, évidemment, de possibilités d'investissement. La législation, en tout cas jusqu'à présent, n'expliquant pas comment calculer la règle des 80, et la circulaire de 1987 non plus, évidemment, c'est chacun un petit peu qui fait sa sauce à sa manière, et ça rend les choses évidemment compliquées, tant du point de vue des projections qu'on va communiquer aux clients, que la compagnie va communiquer, que évidemment, pour la vérification au niveau fiscal de ce qui est permis et pas permis, ou déductible ou pas déductible. Et en fait, chaque compagnie a un peu son approche, mais on rencontre quand même souvent, chez certaines compagnies, le fait de simplement appliquer la méthode de la branche 21 à celle de la branche 23. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Aujourd'hui, ça se passe parfois comme ça. Et donc, on a des discordances entre ce qu'on peut recevoir comme fiche de pension de la compagnie et la vision fiscale que l'administration peut en avoir, et elle se base aujourd'hui sur MyPension. Et donc, c'est un point quand même important. MyPension, donc, c'est CG10, la SBL derrière, qui gère tout cela. Elle intègre les données, elle les met sur la database, je veux dire, et puis c'est tout. Mais on n'a pas d'informations, on le verra tout de suite dans quelques slides, sur comment ça a été calculé, sur quelle base, et on ne sait pas si la compagnie A a pris la même base que la compagnie B. C'est même pas évident. En particulier pour ce qui est de cette fameuse règle des 20% de participation bénéficiaire, pour faire un focus, je veux dire, sur cette partie-là en branche 21, on ne sait pas, on n'a pas d'informations sur est-ce que c'est intégré pour le passé. En général, je pense que oui, de ce que j'ai vu en tout cas dans les dossiers, des participations bénéficiaires qui sont acquises, je vais dire cliquées, elles sont là, mais ce n'est pas clairement détaillé. Et on ne sait pas si dans les projections du capital attendu, elles sont intégrées ou pas. À mon avis, en général, non, mais peut-être que parfois, oui. Exemple ici, avec une fiche de pension. Bon, je pense que vous en avez tous vu ces derniers mois, pour les nombreux clients. On voit un détail de capitaux salariés, capitaux indépendants, des couvertures d'essai, ce qui est important,
Vous verrez que là aussi, il y a une petite info en plus qui vient. Et si on va au slide suivant, on voit le détail. On a donc ici 2 compagnies différentes avec la réserve à telle date. Et puis, si je reprends le slide ici, tout en bas, la prestation attendue, c'est-à-dire au terme, mais je vais revenir sur cette notion de terme. Ici, c'est le terme du contrat. J'ai mes slides qui passent tout seul, pardon. Une projection à 266 000, mais sans savoir sur quelle base vraiment elle va se calculer. Et ici, finalement, on n'a pas trop de contrats, mais quand on en a 4, 5, 6, avec des projections différentes, ça devient très compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que l'administration fiscale prend ces chiffres-là et qu'ensuite, il faut réconcilier cela avec les fiches pensions que le client a reçues de AG, de AXA, de Allianz ou autres compagnies. Donc, bien sûr, le but de cette database, c'est de faciliter le contrôle de la règle des 80%. On sait bien que dans le passé, c'était assez nébuleux, ne fût-ce qu'en termes d'informations à obtenir. Permettre une transparence aussi pour l'affilié, pour l'assuré, avoir quand même une projection assez réaliste de ce qu'il peut s'attendre comme capitaux ou retraites complémentaires. Et puis, enfin, d'avoir un point central où tout se trouve. Ça m'est déjà arrivé de retrouver, en faisant des recherches il y a longtemps, quand CGDIS n'existait pas, des capitaux pensions que l'affilié avait oubliés, simplement. Aujourd'hui, en tout cas, on a donc une déconnexion importante entre une vision fiscale, CGDIS, et parfois les fiches de pension qui vont venir de l'assureur, qui, par exemple, projette en branche 23 un taux de 4%, les contrats du client. Et on a des discordances. Si c'est de la 21 ou de la 23, on peut avoir une branche 21 avec un capital garanti, mais un taux garanti 0, ou une branche 23 avec une projection à 4%. Donc, c'est vraiment pas évident aujourd'hui, et c'est clair qu'il fallait mettre un peu d'ordre dans cet univers, je dirais, de projection des capitaux pensions. Ici, j'ai pris un exemple où, voilà, par exemple, avec un terme à 67 ans, qui sera l'âge de pension légale à partir de 2030, donc un contrat qui a une durée 20 ans a priori encore, il y a un bac service, il y a une prime annuelle de 5 000 € en branche 23. Mais la projection fiscale branche 21, avec ici un taux de 0,50, une des compagnies qui proposent ça, et les fameux 20%, ça donne 259 000, mais la projection, elle donne beaucoup plus. Donc, en cas de contrôle, comment peut-on expliquer et défendre la situation du client? Parce qu'il y a des primes qui sont versées et qui ne sont quand même pas négligeables. C'est pas facile. Et cette notion de règle des 20%, je l'ai vécu dans un dossier, l'administration fiscale l'applique, je dirais, à travers tout. C'est clair, aujourd'hui, on a essentiellement des capitaux en branche 21. C'est le passé. On a la branche 23 depuis quelques années, mais c'est principalement de la branche 21. Je rappelle ici la formule, je ne vais pas trop m'étendre, mais voilà, c'est pension légale en capital, avec des 80, moins la pension légale, fois le coefficient de carrière, je pourrais y revenir après, et la pension extra-légale en rente, que par un coefficient, 16,1004 par exemple à 65 ans, on transforme en capital. Mais on divise par 1,20, ce qui fait qu'on rajoute les 20%. Or, il y a beaucoup de cas, je vais les illustrer, où il n'y aura pas de 20% de PB. Et donc, par exemple, il y a des cas où c'est une branche 23. Donc, cette notion de rajouter 20% ne s'applique pas. Ou bien, cas beaucoup plus fréquent, le client a demandé une avance à but immobilier. Vous savez que c'est possible et nous le conseillons très régulièrement aux clients. En général, ça dépend un peu des formules, des compagnies, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais souvent, en tout cas, il va perdre sa participation bénéficiaire. Ou bien dans un système de fonds de pension, de nouveau, on s'approche un petit peu de la branche 23, c'est différent, ou bien, ça c'est le cas vécu, il y a des taux garantis très élevés du passé, 4,75, 4,25, 3,75, et dans ce cas-là en particulier, qui était un dossier, un des plus compliqués que j'avais, on a pu défendre positivement, je dirais, auprès du contrôleur, qu'effectivement, quand vous avez des taux de 4,75, vous n'avez pas de participation bénéficiaire. Ça a été prouvé, détaillé. Et donc là, il a accepté, disons, il y a des dossiers connus où on a pu mettre une projection raisonnable en excluant les 20% de participation bénéficiaire. Mais voilà, c'est une matière pas simple aujourd'hui, où il n'y a pas de cas les mêmes, parce que ça dépend des réserves des clients. Alors,
vers quoi va-t-on? Ben voilà, la loi est votée, donc ça c'est clair. Bon, il faudra, c'est dans le point 4 ici, des directives de la FSMA que, sauf erreur, je n'ai pas encore vu, pas publiées, qui entrent un peu plus dans les détails de ces calculs, des modes de calcul, des projections, mais il y a quand même des éléments importants qu'il faut avoir à l'esprit pour les dossiers qu'on va traiter maintenant et l'année prochaine, bien sûr, et l'année suivante. D'abord, c'est Cigédis qui va de nouveau regrouper toutes les données et qui va éditer les fiches de pension. Donc ça, c'est quand même un élément vraiment important. On est sûr d'avoir des fiches de pension, je veux dire, standardisées entre les différentes compagnies, ce qui est aujourd'hui parfois une difficulté, chacun ayant sa façon de présenter les choses. Et il sera obligatoire de faire 3 projections. Une défavorable, une réaliste, la plus réaliste, et une 3e favorable. Donc on aura vraiment là des choses plus comparables entre les différents types de projections possibles. Après, est-ce qu'on devrait retenir celle qui est la plus réaliste pour le calcul de la règle des 80? Probablement, mais ça, c'est la FSMA qui nous le dira. Je l'avais mentionné tout à l'heure dans la fiche de pension qu'on a vue à l'écran, on voyait le capital décès, mais aujourd'hui, on ne voit que ça. Si, par exemple, il y a une couverture décès accident, elle n'est pas mentionnée. Or, parfois, ça peut être un capital assez important qui est couvert en supplément en cas d'accident. Il sera mentionné, ainsi que la notion de rente d'orphelin, qui est quand même dans certains contrats aussi privés. Et je l'ai indiqué en gras, c'est le point numéro 3, les projections des capitaux pensions s'effectueront indépendamment de l'âge de pension contractuel. Alors, ça c'est vraiment très important, puisque historiquement, on a des contrats à 65 ans, oui, mais parfois aussi encore à 60 ans, puisqu'à l'époque, on pouvait le faire. Et donc là, on aura vraiment une modification importante, puisque cette législation prévoit que c'est l'âge légal de la pension qui devrait être utilisé. Donc, si la projection Cigédis doit, à partir de 2024, pour un contrat avec un terme 60, passer à 65, 66, 67, voilà, beaucoup de questions se posent. Ce qui est sûr, c'est que les réponses ne sont pas nécessairement très favorables. Est-ce qu'on devra tenir compte, par principe automatique, que le paiement des primes continue? Question. Peut-être que la règle des 80 dira non, en fait, mais comment sera faite la projection? Quel taux d'intérêt devra-t-on retenir sur cette projection pour 5, 6 ou 7 ans de plus, ou 1 ou 2 si on est à 65 et qu'on a 1 ou 2 ans en plus à prester? Donc pour les contrats à terme 60 et un petit peu pour ceux à terme 65, c'est quand même des modifications non négligeables. Donc, voilà, donc dans les fiches de pension qu'on a aujourd'hui, en septembre 2023, où on voit la situation en janvier 2023, on a certaines infos et il est possible que dans un an, en septembre 24, on ait, pour certains clients en tout cas, des chiffres assez différents par rapport à ce qu'on trouvait un an avant. On va traiter, disons, ces situations-là. Et puis, il y a cette notion de règle des 20%. Qu'est-ce qu'on va en faire dans le cadre de cette nouvelle législation, de cette nouvelle disposition? Là, probablement, la FSMA ou le législateur, je ne sais pas, devront se pencher quand même un peu plus en détail sur la question, sur la limite des 80 et les règles à appliquer. Je pense que ça va être quand même au menu probablement Mais du ce serait une bonne chose gouvernement. d'éjecter cette règle des 20%. Tout à fait. Parce que ce sera au moins un élément positif. Tout à fait. Parce qu'en fait, c'est juste une circulaire. Il n'y a rien de plus. Donc, à un moment, le législateur pourrait s'emparer du dossier et fixer un peu les choses. Ici, j'ai repris un petit exemple aussi pour un dirigeant qui a un contrat il y a 50 ans avec un terme à 60 ans. Il verse une prime annuelle de 10 000 euros. Avec sa projection, dans mon exemple, il arrivait à 60 ans à 250 000. Mais si on prolonge jusqu'à ses 67 ans, avec un rendement de 1,75, il va se retrouver à beaucoup plus. Comment fait-on? Voilà. Donc il y a des questions, on n'a pas toutes les réponses, mais je dirais pour résumer sur ces points-là, comme je l'ai dit, voilà, attention entre la vision du MyPension de septembre 23 et de septembre 24, puisque les compagnies ont 9 mois pour envoyer toutes les infos à Cigédis et avoir une situation complète. Dans certains dossiers, on aura des différences importantes, mais je dirais presque que c'est normal. Il faudra quand même se plonger dans le détail du dossier et vérifier avec le client, surtout son courtier, pourquoi, comment, quelles sont les données.
vérifier aussi dans les EIP, les couvertures d'essai, les couvertures incapacité de travail. Je le rappelle, on est ici sur le côté très fiscal de l'arrêt des 80, mais un EIP, ça sert aussi à ça. On peut faire un EIP où il n'y a que de la couverture d'essai pour protéger le client. Ça reste un engagement individuel de pension, sans capitaux pension, mais avec des couvertures d'essai. Et surtout, le premier point, un petit peu comme tu le disais pour ta matière, faire un suivi annuel précis et détaillé de la règle des 80, c'est vraiment important. La politique salariale, on sait que les règles fiscales, c'est un sujet global, on va dire. Voilà, on peut passer à 36 000, 45, parfois plus, parfois moins. Enfin, tout ça est important. Ce sera un package à revoir à la lumière aussi de ces dispositions qui rentrent en application à partir de janvier 24. Donc, je ne peux que vous conseiller de voir ça avec vos clients, avec, je dirais, les courtiers, mais bien sûr en priorité avec votre conseiller WeLink. Nous sommes à votre disposition pour revoir des dossiers de clients communs ou de clients autres pour lesquels vous avez besoin peut-être d'expertise un peu plus spécifique. Nos conseillers, moi-même, sommes disponibles évidemment pour cela. Voilà, moi j'ai terminé cette partie d'exposé et je regarde l'équipe. Je pense que nous pouvons passer à nos questions quiz. Les quiz, hein, voilà. Pour vos points IT, c'est important. Alors. Lancer la première question, Samantha. Ok. Alors, la première question qui porte à ce moment-là donc sur ma matière, question simple. Le taux de taxation des droits d'auteur s'élève à 15%, 30%, 25%, 20%. Voilà, allez-y, répondez donc à cette première question. Vous avez 30 secondes, je pense. Ah, 45 secondes. Oui. Merci, ça va. Voilà, donc allez-y. Première question. Je prends la mienne. On alterne. Oh, on alterne. Très bien. Voilà, on clôture, je vais dire, les réponses pour cette première question. Et nous pouvons passer à la deuxième question qui concernera ma matière alors. J'attends. Non, je crois pas. Hein. On reste sur la tienne? Oui, Pardon, oui. sur ta matière, pardon, oui. Voilà, donc j'attends le go pour vous lire la question. Voilà. La part maximale des revenus de droit d'auteur s'élèvera à partir de l'exercice d'imposition 2026 à 50% du total des revenus du contribuable. Vrai ou faux? Voilà, vos réponses arrivent. Voilà, donc les réponses sont clôturées. Sont arrivées, voilà. Alors, oui, donc pour la réponse à cette question-là, la bonne réponse était évidemment faux, hein, puisque ce sera maximum 30% et pas 50% comme dans l'énoncé. Donc, voilà, hein, donc ceux qui ont répondu vrai, attention, vous avez peut-être été un peu trop vite en besogne. Donc, la bonne réponse était faux. Troisième question, voilà, donc à partir de l'exercice d'imposition 2024, la moyenne des revenus des droits d'auteur au cours des 4 dernières périodes imposables, ne pourra pas dépasser le plafond absolu de 70 220 €. Est-ce vrai ou faux? Voilà.
D'accord. Je pense qu'on va bientôt clôturer les réponses. J'attends le signe de l'équipe. Très bien, merci. Ici, Moi, je voilà. peux. Ok. Question suivante qui concernera ma matière. Je peux? Ok. En branche 21, une participation bénéficiaire sera-t-elle toujours octroyée dans un contrat de type pension, donc EIP, PLCI ou équivalent? Oui ou non? Je laisse le temps de répondre. Voilà, on vous laisse encore quelques secondes, une dizaine de secondes pour répondre. Voilà. Voilà, terminé. Donc oui, peut-être qu'on peut voir les réponses précédentes. Donc en ce qui concerne ma question, donc les 70 220 €, la réponse était vraie. Donc c'est effectivement donc la moyenne sur les 4 dernières périodes imposables, c'est effectivement donc 70 220 €. Pour la question que Fabrizio vient de poser sur la branche 21 et la participation bénéficiaire, la bonne réponse était non. Donc la participation bénéficiaire n'est jamais obligatoirement octroyé, donc c'est en fond, il l'a expliqué en branche 23, enfin branche 23, mais soit au niveau de la branche 21, voilà, pour lorsqu'il y a une avance ou lorsque il y a un taux d'intérêt plus élevé, il n'y a pas de participation ou lorsque bénéficiaire. les rendements sont mauvais. Ou que les rendements sont mauvais, voilà. La compagnie n'est pas obligée de les octroyer. Donc la bonne réponse était faux, évidemment. Et enfin, je vais terminer avec la 5e et dernière question. À ce moment-là, à partir de 2024, quel sera l'âge pris en compte pour la projection de capitaux pension? Est-ce 65, 66, 67, terme du contrat, par exemple 60, ou alors l'âge légal de la pension? Voilà. Donc, dernière réponse à donner. Et donc, on en aura terminé avec notre quiz. Et je vais en profiter à ce moment-là déjà pour... Oui, on va attendre, mais je vais déjà lire les questions qui ont été envoyées sur le chat. Elles sont ici sur mon téléphone. Je vais déjà les lire. Attends. Plutôt des questions. Je crois que c'est droit droit d'auteur. Oui, tout à fait. Je pense qu'on va bientôt clôturer. Voilà, on clôture. Voilà, donc le quiz. Question. Et donc là, la bonne réponse, Fabrizio. C'est la réponse E, l'âge légal de la pension. Voilà. Parce que, voilà, la législation qui a été votée cette année, la loi sur la transparence, prévoit que pour ces projections, c'est bien l'âge légal de la pension qui va être pris en compte pour les futures projections. Et on sait qu'il va bouger, en fait, en 2025, en 2030, passer progressivement à 66 et à 67. Mais c'est cette notion d'âge légal de la pension qui doit être prise en compte. Ok. Voilà. Tu as des Merci questions, Fabrizio. Alors voilà, c'est les du questions chat, essentiellement droit d'auteur. Donc je vais lire la première. Donc qu'est-ce qu'on entend donc par communication cinématographique? Voilà, donc c'est le principe qu'on a vu là tout à l'heure, c'était que ce soit communiqué au public. Et donc la communication au public peut se faire par l'intermédiaire évidemment d'un film qui va passer sur le grand écran, voire un film qui pourrait également passer à la TV, c'est la même chose. Mais voilà, c'est la question est relativement limitée, donc je pense que c'est dans ce sens-là qu'elle a été posée. Mais donc c'est simplement voilà que il y ait une exploitation de l'œuvre, et l'exploitation de l'œuvre peut notamment donc se faire par l'intermédiaire d'une projection dans un cinéma. Voilà, je pense que c'est ça. J'imagine, j'interviens. Il y a aujourd'hui des chaînes YouTube. Voilà, on l'a vu, donc ça rentre aussi dans ce cadre. Les réseaux informatiques, le web, le métavers, etc. Tout ça est possible. Alors ensuite, quid d'une session pour une exploitation différée?
Voilà, ou communication future, oui, il n'y a pas de souci. Hein, donc, il ne faut pas que, voilà, j'imagine que votre question ici n'est pas de dire, voilà, il faut qu'il y ait la cession et puis qu'il faut que dans les 15 jours, il y ait une exploitation effective. Non, l'exploitation effective peut avoir lieu 6 mois, 1 an, 2 ans après, mais il faut qu'il y ait à un moment donné une exploitation effective, ou en tout cas au moment du contrôle fiscal, s'il devait y avoir un contrôle fiscal, qu'il y ait effectivement une exploitation effective de l'œuvre. Mais ce n'est pas pour ça que, voilà, on va signer un contrat et on va rémunérer l'auteur. Voilà. Et il n'y a pas un délai il n'y a pas un délai imparti dans lequel il doit y avoir une exploitation effective. Ça, la législation ne s'en mêle pas. Et c'est plutôt assez normal, hein, parce que tout ça peut évidemment prendre du temps. Si vous voulez, imaginons que vous avez quelqu'un qui a écrit un bouquin et que vous avez un producteur qui veut le transformer en film, ben le film, il ne sera pas prêt dans les 6 mois, évidemment. Hein, il faudra trouver du financement. Enfin, donc voilà, c'est ça le principe également. Donc, il n'y a pas de délai spécifique, si c'était ça le sens de votre question. Troisième question, on ne tient pas compte des revenus de l'année de démarrage, mais on la retient comme une des 4 années. Non, donc le principe, non. Donc l'année de démarrage où on n'a pas de revenus complets, enfin le revenu du 1er janvier au 31 décembre, cela ne compte pas donc dans les 4 dernières années à ce moment-là, d'accord. Donc les 4 années, ben, ce sera la première année pour les 4 années précédentes commencera l'année d'après à ce moment-là, d'accord. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à vérifier, donc prendre la moyenne, parce que sinon ça voudrait dire que pour l'année de démarrage, on prend un revenu de 0. Ce qui n'est évidemment pas le but de la mesure. Donc finalement, voilà, ce sera seulement donc après 5 ans que la question se posera sur la moyenne des 4 dernières années. Voilà. Une dernière question plus sur... Ah voilà, ici c'est pour toi ça. Oui. Je vais la lire. Les primes versées lors de la prise légale de la pension sont taxées sous forme de rente ou pas? Alors, c'est une bonne question et ce sujet revient régulièrement. Donc, il y a la notion financière de versement et puis la notion de taxation. Aujourd'hui, depuis quelques décennies déjà maintenant, et même si on en parle souvent, il n'y a rien qui a été modifié, les capitaux pensions, EIP par exemple, ou CPTI, puisque ça existe aussi, sont versés sous forme de capital pour la très 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 grande majorité. Il n'y a pas d'imposition à verser ça sous forme de rente. C'est très clair. Et la taxation, pour la rappeler et la résumer, pour quelqu'un qui est resté actif jusqu'à ses 65 ans aujourd'hui ou plus demain, 6, 7, c'est 3,55 de cotisation INAMI, 2% de cotisation de solidarité et sur le solde, une imposition, c'est de l'IPP à taux fixe, 10,03. Donc, en gros, on va dire 15,5-16%. On a à peu près 84,5% du capital qui est versé en net et qui est vraiment versé sur le compte du client. Voilà, ça c'est la taxation. Donc il n'y a pas d'obligation de verser en rente. Ce qui est apparu dans certaines communications de la ministre des Pensions, par exemple, c'est de favoriser la taxation sous forme de rente. Donc ce n'est pas la même chose que obliger de verser une rente, c'est favoriser la taxation sous forme de rente, parce que là aussi, je pense que ça venait aussi du Conseil supérieur des finances, qui estimait que la taxation sous forme de rente n'était pas suffisamment favorisée par rapport à la taxation. C'est totalement défavorable, oui, bien sûr. Oui, puisque, évidemment, ça vient s'ajouter aux autres revenus de pension. Voilà, bon, pour l'indépendant, souvent, ils ne sont pas très lourds, mais enfin, voilà, ça vient s'ajouter aux autres revenus de pension. Et vu notre tableau de taxation à l'IPP, où on est très vite à la tranche des 40%, voilà, c'est peut-être un peu là que le bas blesse, mais ça, c'est un autre problème. Et il voulait mettre en place un système de moindre taxation pour le versement en rente. Voilà, aujourd'hui, c'est la situation telle qu'on la connaît. En soi, c'est un sujet que j'ai déjà évoqué très souvent. Imposer un versement sous forme de rente, donc je ne parle pas de la taxation, or c'est bien ça qui était voulu, hein, mais imposer un versement sous forme de rente, parce que souvent on confond les deux, c'est quand même, d'un point de vue financier, quelque chose de très différent. Ça veut dire que l'assureur doit garder les capitaux, l'assureur doit verser une rente pendant X années à monsieur et ou madame, il faut encore voir si elle serait réversible. Ça veut dire qu'on ne touche pas ses capitaux, qu'on ne peut pas programmer sa succession. Voilà, il y a des conséquences très lourdes derrière ça, pour lesquelles aussi bien d'ailleurs les syndicats que les compagnies ne sont pas nécessairement très favorables. Mais c'est vraiment sur le côté fiscal que peut-être il y a quelque chose qui pourrait évoluer pour favoriser un peu ce concept de versement en rente qui, c'est vrai, peut protéger les gens avec une espérance de vie qui s'allonge. Bien sûr, voilà. Tout à fait. Mais aujourd'hui, en tout cas, rien n'a changé à ce niveau-là.
Voilà, je pense qu'on a répondu aux différentes questions qui nous sont parvenues ici. Il me reste à remercier Steve pour sa présence, sa compétence, sa pédagogie sur ces matières parfois un peu pointues. Avec et plaisir, techniques. merci. Maintenant, on a évidemment un auditoire qui est habitué à ces matières un peu ardues. À remercier l'équipe technique aussi que vous ne voyez pas, mais qui nous a été précieuse pour préparer ce webinaire. Et vous remercier pour votre présence. Et voilà, ensuite, lors d'un prochain exposé sur d'autres sujets, on n'en manquera pas, c'est certain. Je vous remercie à tous et vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, ciao, ciao.